Dans un village reculé de l'Afrique de l'Ouest, la vie était rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. Cependant, sous cette tranquillité apparente, des rumeurs de magie noire commençaient à circuler, alimentées par l'arrivée récente d'un homme énigmatique nommé Aladji. Ce dernier, dont la fortune soudaine et mystérieuse intriguait autant qu'elle effrayait, avait élu domicile à la périphérie du village, dans une maison qui semblait absorber la lumière du soleil. Un jour, Aladji convoqua deux amis de longue date, Kodjo et Anani, dans sa demeure. Ces derniers, connus pour leur solidarité mais aussi pour leur naïveté, furent introduits dans l'univers sombre d'Aladji par la ruse. Il les accueillit avec une hospitalité exagérée, dissimulant ses véritables intentions derrière des sourires et des promesses de prospérité partagée. Durant leur visite, Aladji dévoila sa proposition, trouver une personne à sacrifier pour un rituel d'argent. En échange, il offrait une somme colossale, capable de changer leur vie à jamais. Kodjo, dont l'ambition avait souvent été freinée par les circonstances, fut immédiatement tenté. Anani, plus réservée et sensible aux avertissements de la vieille Mamiwata, une guérisseuse du village qui avait prédit de grands malheurs, hésitait. Pour complexifier la situation, Aladji présenta deux de ses associés, des jumeaux nommés Sika et Kofi, qui témoignèrent de leur propre ascension grâce au service rendu à Aladji. Leur présence était censée rassurer Kodjo et Anani, mais leur apparence, presque aussi sombre et mystérieuse que celle de leur maître, ne faisait qu'accentuer les doutes d'Anani. Sous la pression de Kodjo et séduit par les récits des jumeaux, Anani accepta à contre-séure de participer à la quête. Les jours suivants furent marqués par une série de tentatives infructueuses pour attirer des étrangers dans le piège. Ils essayèrent tout, depuis des fausses offres d'emploi jusqu'à des promesses de logement gratuit. Cependant, chaque échec voyait grandir l'impatience de Kodjo et la méfiance d'Anani. Un soir, après une autre journée sans succès, ils rencontrèrent une vieille connaissance, Dosu, un sage local qui les avait vus grandir. Dosu, sentant quelque chose d'amice, les avertit de se méfier des promesses trop belles pour être vraies. Cette rencontre secoua Anani mais enflamma l'irritation de Kodjo, qui voyait chaque avertissement comme un obstacle à sa quête de richesse. La tension entre les deux amis s'intensifia, culminant lors d'une marche nocturne où Kodjo, poussé à bout par l'ambition et la peur de l'échec, commit l'acte impensable contre Anani. Cet acte marqua le début d'une série de révélations et de confrontations qui allaient secouer les fondations même de leur amitié et du village tout entier. La lune brillait faiblement dans le ciel étoilé, éclairant à peine la route déserte bordant la forêt dense qui enveloppait le village. Kodjo et Anani, silhouettes sombres contre la lumière argentée, marchaient lourdement, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses. Anani, toujours hanté par les paroles du sage Dosu, sentait son cœur lourd de doute et de peur. Kodjo, quant à lui, broyait du noir, sa frustration et son ambition se mêlant en un cocktail dangereux. Soudain, à l'orée de la forêt, ils rencontrèrent Nabou, une vieille amie d'enfance. Elle revenait de la rivière, portant sur sa tête un panier de linge frais. La vue de Nabou, innocente et insouciante, frappa Kodjo comme un rappel cruel de la vie simple et honnête qu'il était sur le point de trahir. Après une brève conversation où Nabou leur exprima sa joie de les voir ensemble comme au bon vieux temps, elle reprit son chemin, laissant les deux amis à leur sombre dessein. Peu de temps après, la tension entre Kodjo et Anani atteignit son paroxysme. Kodjo, poussé à l'extrême par ses désirs non assouvis, se tourna soudainement contre Anani. Avec une brutalité choquante, il commença à assaillir son ami de coups, chaque frappe un coup de marteau sur le sceau de leur amitié brisée. Anani, abasourdi et trahi, tenta faiblement de se défendre, mais fut rapidement submergé par la violence de Kodjo. Au milieu de cette lutte désespérée, les cris perçants d'Anani traversèrent la nuit, atteignant les oreilles d'une patrouille nocturne du village. Le roi, ayant été informé des agissements suspects d'Aladji par d'autres villageois inquiets, avait ordonné à ses gardes d'être particulièrement vigilants. Les soldats, alertés par les cris, se précipitèrent vers la source du tumulte. Ils arrivèrent juste à temps pour voir Kodjo traîner le corps inconscient d'Anani à travers les bois. Sans hésiter, ils intervinrent, arrêtant Kodjo qui, réalisant l'arrivée des soldats, lâcha Anani dans un accès de panique. Aladji, qui attendait non loin dans l'ombre, anticipant le retour de Kodjo avec sa victime, fut également découvert et arrêté. Les soldats, dégoûtés par la scène devant eux, sécurisèrent rapidement les deux hommes et s'occupèrent d'Anani, qui était gravement blessé mais toujours en vie.
Le retour au village se fit dans un silence pesant, brisé uniquement par les gémissements d'Anani et les chaînes qui entravaient Kodjo et Aladji. La nouvelle de leur arrestation se répandit comme une traînée de poudre, et une foule s'était rassemblée pour les voir passer, leurs visages exprimant un mélange de colère, de peur et de déception. Arrivé sous l'arbre à palabres, le roi attendait, son expression sombre témoignant de la gravité de la situation. Il décréta que le procès se tiendrait dès l'aube, promettant que justice serait faite pour les crimes contre Anani et contre l'esprit même du village. À l'aube, le village s'éveillait sous une atmosphère tendue. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine le voile de la nuit lorsque les villageois commencèrent à se rassembler sous l'arbre à palabres, un gigantesque baobab qui avait été le témoin de nombreuses générations. Chaque visage portait l'ombre des événements de la veille, et les murmures se mêlaient au chant matinal des oiseaux. Le roi, accompagné de ses conseillers et des anciens, prit place au centre. Sa figure imposait le respect et la solennité de l'instant. À ses côtés, Kodjo et Aladji étaient amenés, les mains liées, sous la garde stricte des soldats. Anani, soutenu par sa famille, était également présent, son visage marqué par la douleur mais aussi par une résilience silencieuse. Le procès commença par le témoignage de Kodjo. Devant l'assemblée, il raconta, la voix tremblante, comment la promesse d'Aladji l'avait corrompu, l'amenant à trahir son ami de la manière la plus cruelle. Il exprima son profond regret et sa honte, suppliant le village de lui accorder la chance de se racheter. Aladji, quant à lui, tenta de se défendre avec arrogance, niant toute responsabilité dans l'agression d'Anani et rejetant la faute sur Kodjo. Cependant, ses arguments furent rapidement balayés par les preuves accablantes et les témoignages d'autres villageois qui avaient observé ses manœuvres louches depuis son arrivée dans la région. Le moment le plus poignant fut lorsqu'Anani prit la parole. Avec force et dignité, il pardonna à Kodjo, affirmant que la haine ne reconstruirait pas leur amitié ni ne guérirait son corps. Cependant, il implora le roi de rendre une justice sévère à Aladji, l'architecte de ce mal qui avait failli détruire plusieurs vies. Après un long moment de délibération, le roi prononça le verdict. Kodjo serait condamné à travailler pour la communauté pendant 2 ans, sous la supervision stricte des anciens, afin de prouver sa sincérité et de se racheter. Aladji, reconnu coupable de sorcellerie et de manipulation, serait banni du village à vie et emprisonné pour 10 ans dans une prison lointaine, où il ne pourrait plus nuire. Le village accueillit la décision avec un mélange de soulagement et d'approbation. Les leçons de cette tragédie résonnaient profondément dans tous les cœurs, la cupidité corrompt, et la justice, bien que parfois douloureuse, est essentielle pour maintenir l'harmonie et l'ordre moral. Alors que les villageois se dispersaient lentement, le roi resta un moment sous l'arbre à palabres, méditant sur les événements. Il savait que la communauté avait été éprouvée, mais il croyait aussi en sa capacité à guérir et à se reconstruire, plus forte et plus sage.